Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La première dame Dominique Ouattara, en compagnie de certains membres du gouvernement et des fidèles chrétiens, prie pour la paix en Côte d'Ivoire. La messe pour la paix et à la mémoire des personnalités décédées récemment a été dite à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf à Cocody. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place. Le vote a eu lieu aujourd'hui lors d'une séance plénière. Le bureau est constitué de 27 membres, dont 11 vice-présidents. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a été élu premier vice-président de l'hémicycle ivoirien. Le Premier ministre Patrick Kachi vient d'échanger avec le secteur privé au cœur des échanges la contribution du patronat ivoirien à la nouvelle dynamique de développement impulsée par le chef de l'État. La délégation salue l'engagement du gouvernement ivoirien à accompagner le secteur privé. Les hommages et les prières en la mémoire du président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, rappelé à Dieu mardi, se poursuivent. Plusieurs délégations expriment leur solidarité et compassion au COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par la prière pour la Côte d'Ivoire, la prière pour la paix, organisée à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf à Cocody. La première dame Dominique Ouattara, en compagnie de certains membres du gouvernement et des fidèles chrétiens, ont invoqué Dieu pour la paix et en hommage aux illustres fils de notre pays emportés par la grande faucheuse. Les familles endeuillées n'ont pas été oubliées, nous rapporte Viviane Aimé. Implorer le pardon, la miséricorde de Dieu, pour qu'il apaise et donne du repos aux nombreux morts que la Côte d'Ivoire a enregistrés au cours de la récente période, et pour qu'il accorde la paix à la Côte d'Ivoire. C'est le sens de cette messe demandée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et qui a été célébrée ce mardi 13 avril en la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf. La première dame était accompagnée d'une forte délégation composée de membres du gouvernement, d'épouses de ministres, de membres de son cabinet. De nombreux fidèles de la paroisse sont venus eux aussi prendre part à cette célébration eucharistique. Le chœur célébrant était dirigé par le curé de la paroisse, le père Bernard Dengui, et par Monseigneur Marie-Daniel Dadier. L'assemblée à l'unisson a adressé à Dieu par des chants et des prières ses supplications que les pères célébrants, élevant les mains vers Dieu, lui ont présentées. Dans l'homélie qu'il a prononcée, Monseigneur Marie-Daniel Dadier a félicité l'humilité de l'initiative prise par la première dame de Côte d'Ivoire. Prier pour les morts est un devoir de justice et de charité. Notre prière pour eux constitue un puissant suffrage devant Dieu. Merci donc à la première dame qui a pensé aux victimes connues et inconnues du coronavirus Covid-19 dans notre pays, en demandant toujours des messes pour les victimes. La paix en Côte d'Ivoire. C'est aussi la deuxième intention de cette messe demandée par la première dame, Madame Dominique Ouattara. Madame la première dame, merci pour les deux intentions. Merci pour l'initiative de paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu invite tous les Ivoiriens à la sagesse. Tous, tant que nous sommes, il est bon de nous débarrasser des bas sentiments d'orgueil, d'intolérance, du désir d'évasion et de réciprocité dans le mal. Les habitants de ce beau pays sont appelés à soigner l'image de la mère patrie en traçant partout où il se trouve des passerelles et des chemins où passe la fraternité, le vivre ensemble et la joie de vivre en paix. Que Dieu nous prenne en grâce et que nous bénisse. Cette demande de prière à Dieu a été accompagnée de nombreux dons offerts par la première dame à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse et à tout le cœur célébrant. 15 millions de francs de dons en vivres et 10 millions de francs en espèces. À la fin de la célébration, la ministre Anne Désirée Ouloto a traduit
les remerciements de la Première Dame à toute l'Assemblée. La Première Dame s'est ensuite rendue à la grotte mariale pour offrir un bouquet de fleurs à la Vierge Marie et lui confier à son tour la sauvegarde de la paix en Côte d'Ivoire. Avant de partir, la Première Dame s'est ouverte à la presse sur le sens de son acte de foi. J'ai demandé donc une messe d'aide, d'assistance et de protection auprès du Seigneur pour qu'il jette un regard de miséricorde sur notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'il éloigne le coronavirus de notre pays et qu'il apaise le cœur des familles endeuillées et enfin qu'il conforte la paix dans le cœur des Ivoiriens. Comme vous le savez, malheureusement, ces derniers mois, dernières semaines, nous avons perdu de personnalités politiques, des personnalités administratives, religieuses, encore très récemment. Et vraiment, je souhaite que Dieu fasse que le malheur s'éloigne de notre pays et que nous ayons un peu de réconfort, surtout pour les familles endeuillées qui le sont régulièrement à cause du coronavirus. Voilà ce que j'ai demandé au Seigneur. Et puis, raccompagnée par les religieux et les fidèles, la Première Dame est repartie. Prier sans cesse, disent les Saintes Écritures. Chrétiens et musulmans prient justement pour la paix. L'initiative est de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique. La Fondation initie 100 jours de prière islamo-chrétienne pour la réconciliation nationale. L'activité a été lancée aujourd'hui même à la grande mosquée Salam dans la commune du Plateau. Walter Madouatara. Une minute de silence à la mémoire du cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du COSIM, puis des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Ces guides religieux sont de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique, FIP-PDA. Issus de différentes religions, ils unissent leurs forces et énergies ainsi que leurs connaissances spirituelles afin de contribuer à la consolidation d'un climat davantage apaisé en Côte d'Ivoire. Pour traduire cette volonté en action concrète, la FIP-PDA lance son activité de portée nationale 100 jours de prière islamo-chrétienne pour la réconciliation nationale. Ces 100 jours consisteront en l'organisation des prières, des jeûnes, des témoignages favorisant la cohésion sociale, la paix. C'est vrai que depuis de longues années, nous initions une multitude d'activités pour maintenir la cohésion sociale, la paix, mais ces 100 jours nous permettent de renforcer cela. Pour nous, il faut une cohabitation pacifique entre toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, sans aucune discrimination. Ces 100 jours de prière publique, ouverte et inclusive ont débuté ainsi le mardi 13 avril 2021 et s'achèveront le mercredi 21 juillet prochain. Le lancement de cette campagne de sensibilisation a été présidé par l'imam Sissé Djigiba Abdallah, recteur de la grande mosquée du Plateau. Voilà, les prières s'intensifient donc dans notre pays, la solidarité aussi en cette période de Ramadan. Le président de la République a offert aux musulmans du district autonome d'Abidjan des vivres d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA. Les dons ont été distribués au nom du chef de l'État par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. C'est un reportage signé Walter Madouatara. L'un des 5 piliers de l'islam, le mois de Ramadan, est par excellence un moment de pénitence, de prière et de partage. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'inscrit depuis longtemps dans cette dynamique. Chaque jeûne du Ramadan, le président assiste la communauté musulmane. Cette solidarité vient d'être manifestée aux musulmans du district autonome d'Abidjan à travers un don en vivres de plus de 300 millions de francs CFA. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, est symboliquement remis par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de notre illustre disparu, le président du COSIM, un homme de grande hauteur spirituelle. Au niveau du district et en vertu des leçons et des recommandations du chef de l'État, chaque année,
nous accompagnons nos frères musulmans dans ce voyage. Nous venons vous dire que nous partageons avec vous ces grands moments de prière, de privation, mais surtout de voyage et de pèlerinage. Au nom des bénéficiaires, le docteur Komisiri Danyogo a salué à sa juste valeur cette action de solidarité. Il a également traduit sa gratitude aux donateurs. C'est à l'espace Canal au Bois de Trècheville que s'est tenue cette remise officielle de kits alimentaires composés essentiellement de riz, sucre et lait. La mauvaise nouvelle, malheureusement, est tombée hier, le décès du président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Le gouvernement solidaire du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques s'est rendu à la grande mosquée de la Riviera à Cocody. La délégation était conduite par le Premier ministre Patrick Kachi. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. À la mi-journée, le Premier ministre Patrick Kachi était à la grande mosquée de la Riviera 2. Accompagné de plusieurs ministres, il est venu au nom du chef de l'État apporter la compassion du gouvernement à la communauté musulmane et à la famille biologique du cher Aïma Traoré Mamadou. La famille Traoré est alliée et tous les imams de Côte d'Ivoire voudraient vous charger de transmettre leur gratitude et leurs remerciements à M. le Président de la République. Les imams me charge de vous dire, Monsieur le Premier ministre, de rassurer le chef de l'État, Alhaji Alassane Ouattara, que Inch'Allah, summa Inch'Allah, le COSIM fera tout pour mériter la confiance qu'il place dans les imams. Parce que nos cheikhs défunts ont laissé une organisation solide, avec des hommes de qualité. Et Inch'Allah, qui prie pour nous. Vous aussi, Monsieur le Premier ministre, et tous les membres de votre gouvernement, priez pour les imams. Inch'Allah, le COSIM ne vous décevra pas. 10 millions de francs CFA à la famille, 10 millions de francs CFA au COSIM. Voilà les dons du chef de l'État pour soutenir en cette période difficile. Saisissant l'occasion de ce rassemblement, le COSIM a précisé que le cher n'était pas décédé de la Covid-19. Voilà, les hommages et les prières à la mémoire du président du COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou, rappelé à Dieu mardi, se poursuivent. Plusieurs personnalités, dont des diplomates, présidents d'institutions et organisations de la société civile, ont effectué le déplacement pour témoigner leur solidarité à la famille de l'illustre disparu à la grande mosquée de la Riviera Golf. Nous Sangaré, Pagasoro Kone de Madonji. La communauté musulmane a perdu son guide. Le cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, a été arraché aux siens le mardi 13 avril des suites d'une insuffisance cardiaque selon les responsables du COSIM. Une disparition brusque qui laisse le monde musulman sans voix. La grande mosquée de la Riviera Golf, où il officiait la prière en qualité d'imam principal, sert de cadre aujourd'hui pour la cérémonie de présentation des condoléances. Des délégations venues de divers horizons ont effectué le déplacement pour témoigner leur compassion à la famille de l'illustre disparu et marquer leur solidarité à l'endroit du COSIM. Le cheikh Aïma Traoré était un frère, c'était mon imam, et il était tout à fait normal qu'en la circonstance douloureuse qui frappe non seulement la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, mais qui frappe aussi toute l'Afrique de l'Ouest, que nous venions nous incliner et rendre hommage à la mémoire d'un homme de justice. Franchement, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Et nous présentons toutes nos condoléances au président de la République. Et que Dieu agrée toutes nos prières et que le paradis soit la dernière demeure du cheikh. Engagé pour la cause de l'islam, Feu Cheikh El Hadj Mamadou Traoré a contribué à la mise en place de plusieurs organisations islamiques. Quelqu'un avec qui j'ai eu plaisir à collaborer dans les instances associatives musulmanes de longues années. Je voudrais prier le Seigneur de lui accorder son paradis céleste. Homme de paix, de tolérance,
Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire était aussi un rassembleur, selon l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Un homme qui apportait beaucoup à la Côte d'Ivoire, dans un moment où la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de tolérance. Voilà, j'étais simplement venu pour ça. J'avais rencontré cher Mamadou Traoré. J'avais été frappé par sa gentillesse, par son érudition, et je tenais à lui rendre hommage. Dans la même veine, à la veille, des membres du gouvernement sont allés présenter les condoléances à son domicile à Abobo Soujefia au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Décédé à l'âge de 77 ans, Cheikh Aïma Mamadi Traoré sera inhumé ce jeudi 15 avril au cimetière de Williamsville après la prière de 13h à la grande mosquée de la Riviera Golfe. En deuil, mais le travail ne s'arrête pas. Les lignes, justement, bougent au sommet de l'État. Le Premier ministre Patrick Kachi vient d'échanger avec le secteur privé au cœur des échanges. La contribution du patronat ivoirien à la nouvelle dynamique de développement impulsée par le chef de l'État. La délégation salue l'engagement du gouvernement à accompagner le secteur privé, nous rapporte Alexis Ouedraogo. Le Premier ministre Patrick Kachi rencontre le secteur privé. Dans une Côte d'Ivoire qui veut aller plus vite dans son développement, avec des impacts concrets dans le quotidien des populations, le secteur privé reste le partenaire incontournable. Le programme du gouvernement présenté par le président de la République, qu'il a élaboré sous le vocable de Côte d'Ivoire solidaire, consacre la position du secteur privé, fait du secteur privé un élément central du développement de notre pays, et en particulier de son développement économique et social. Le secteur privé est reconnu dans son rôle de créateur de richesses. Dès lors, il nous paraissait nécessaire et évident qu'on ait une rencontre préalable avec le Premier ministre pour passer en revue ensemble quelques préoccupations du secteur privé et surtout ensemble pour voir comment aborder la mise en œuvre de ce programme-là dirigé à l'attention du secteur privé. C'est ce que nous avons fait ce matin de façon très efficace, de manière très utile. Nous avons pu aborder quelques problèmes d'ordre concret, immédiat. Vous savez, le secteur privé a toujours des problèmes immédiats et toujours dans l'urgence, mais nous avons levé la tête pour regarder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et nous sommes confiants dans le travail que nous pourrons entreprendre sur ces prochaines semaines avec le gouvernement pour se mettre en rang ensemble pour conduire le développement économique sur les prochaines années. Et il faut bien le relever, le secteur privé ivoirien reste l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois dans le pays. Et on est aussi actif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre Vagondo Diomandé a procédé à l'ouverture officielle des travaux de réflexion sur l'élaboration de la loi de programmation militaire et de la loi de programmation de la sécurité intérieure, des lois qui visent la réforme de l'armée ivoirienne. Konaté Moussa. Acquisition de matériel et équipements pour les forces de défense et de sécurité, amélioration des conditions de travail des soldats, réforme de l'enseignement militaire, participation de l'armée ivoirienne aux opérations de maintien de paix de l'ONU. Ce sont là quelques acquis de la loi de programmation militaire et la loi de programmation de la sécurité intérieure sur la période 2016-2020. Pour les années 2021 à 2025, les experts réunis à Grand Bassam sont en pleine réflexion. Pour permettre l'élaboration de nouvelles lois, il était nécessaire d'établir les bilans de la mise en œuvre des lois précédentes. Ces bilans doivent en effet permettre d'établir non seulement ce qui a été réalisé et ce qui n'a pu l'être, mais aussi de guider les choix quant à ce qu'il faudrait retenir dans ces nouvelles lois et de tirer les enseignements relatifs à la mise en œuvre des lois précédentes. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ces deux lois viennent renforcer le processus de réforme du système de sécurité en Côte d'Ivoire. Ces deux instruments législatifs sont les boussoles de l'évolution de nos forces de défense et de sécurité. Ils permettent de planifier leur progrès, d'améliorer leur efficacité, en tenant compte de l'environnement sécuritaire, en tenant aussi compte des ressources de l'État et de l'évolution technique et technologique en matière du matériel militaire. Les résultats issus des travaux de cette rencontre seront soumis au Conseil des ministres pour adoption et au Parlement
pour vote. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption a eu une séance de travail avec des partenaires au développement. Epiphane Zorobibalo a échangé avec des représentants de la Banque mondiale et avec l'ambassadeur du Maroc. Les travaux ont porté sur les stratégies de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. La Banque mondiale veut aider à diagnostiquer, analyser et définir une stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Ce mardi, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, a reçu en audience une délégation de l'institution. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption est un enjeu capital pour le développement de tout pays, en fait. C'est ce que les citoyens voient au jour le jour. Est-ce que l'État remplit un service auprès de leurs citoyens, que ce soit en termes d'éducation, de santé, de justice, de sécurité? Et donc, c'est pour ça que la Banque mondiale est impliquée, est engagée dans ce sujet de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Nous avons eu un entretien très fructueux avec la directrice des opérations de la Banque mondiale qui fait déjà énormément en termes de renforcement de capacité et de gouvernance. Nos échanges ont porté sur l'accompagnement de la Banque mondiale à la définition d'une politique nationale de gouvernance et de lutte contre la corruption, à la définition d'une stratégie et d'un programme, de la mise en place d'un programme en matière de bonne gouvernance. Le pays veut aussi s'inspirer des bons élèves en matière de bonne gouvernance. Le ministre s'est rendu à l'ambassade du Royaume du Maroc pour des échanges en vue de partage de connaissances et d'expériences en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le Maroc a une politique anti-corruption qui a fait son chemin. Et donc, dans le cadre de l'échange d'expériences, nous sommes venus ici pour voir comment l'expérience marocaine pourrait inspirer les actions que le gouvernement va initier et est en train d'initier en faveur de la bonne gouvernance et pour la lutte contre la corruption. Depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a fait de grands pas vers le développement et vers la croissance grâce à une politique ferme de gestion, de gouvernance et de lutte contre la corruption et qui a aujourd'hui porté ses fruits 20 ans plus tard. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux que Monsieur le ministre ait porté son choix sur une coopération avec le Maroc dans ce sens et je pense que les portes seront ouvertes très rapidement pour que cette expérience marocaine puisse être adaptée, développée, dupliquée ici en Côte d'Ivoire. La promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption reste une pièce maîtresse du gouvernement Patrick Achi. Voilà, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle se fixe aussi des objectifs. Il était au CHU de Cocody. Le ministre Pierre Demba était sur place pour s'imprégner des réalités de ce centre hospitalier. Il en a profité pour visiter quelques patients à qui il a apporté soutien et réconfort. Le témoignage de Michel Mambo. Lundi 12 avril 2021. Quelques heures seulement après son installation, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, est sur le terrain. Le ministre de la Santé veut s'imprégner des réalités du secteur qu'il a à charge. Première escale donc, le centre hospitalier universitaire de Cocody. À cause des nombreux travaux de réhabilitation qui sont en cours dans les différents centres de santé, dans des hôpitaux des CHU, il y a un engorgement au niveau du CHU de Cocody. Ce qui fait que des services comme celui que nous visitons, le gynéco-obstétrique, est un peu surchargé. Ça n'offre pas de meilleures conditions de travail. Notre rôle, c'est de vraiment faire accélérer tous ces travaux de façon à ce que nos populations puissent être soignées dans les meilleures conditions. La qualité des soins de santé, priorité absolue pour une meilleure prise en charge des patients. Le message est clairement défini et le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, met un point d'honneur sur l'accueil. Vous savez, le premier médicament qu'on peut donner quand on vient à l'hôpital, c'est l'accueil. Et puis, les gens, nos parents ont besoin d'être rassurés par des praticiens de la santé. Nous allons travailler avec l'ensemble du personnel de santé, des professionnels, pour que les conditions de travail soient améliorées. Et pour joindre l'acte à la parole, soutien et réconfort aux malades, notamment aux parturientes, visiblement soulagées. C'était un reportage réalisé pour vous par Michel Mambo. Et on accentue la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité.
Bouaké, dans la région de Gbeke, a officiellement lancé la campagne de vaccination contre la COVID-19. Toutes les couches de la population sont invitées à se faire vacciner, à savoir les personnes âgées de 18 à plus de 60 ans. Le gouvernement français vient de décider. Le vaccin Johnson & Johnson va être distribué et administré dans les mêmes conditions que ce qui est prévu pour le vaccin AstraZeneca, c'est-à-dire pour les personnes âgées de plus de 55 ans. Et selon le porte-parole Gabriel Attal, la France a reçu 200 000 doses du vaccin Johnson & Johnson en début de semaine. Il a par ailleurs réaffirmé la confiance des autorités françaises envers le vaccin AstraZeneca, contrairement au Danemark, premier pays européen qui y a définitivement renoncé. Ici en Côte d'Ivoire, le port autonome de San Pedro, premier port exportateur de cacao au monde, renforce ses capacités opérationnelles. 3 nouvelles grues de dernière génération viennent d'être mises en service, portant le nombre de grues à 6. Objectif, traiter et manipuler les navires avec aisance et célérité à l'image des grands ports internationaux. Le reportage est signé Sam Konan. 3 nouvelles grues mobiles de dernière génération réceptionnées au port autonome de San Pedro. Un port qui voit ainsi sa capacité opérationnelle renforcée. Nous sommes arrivés quasiment à un niveau de saturation du port actuel. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes autour de 5 millions de tonnes. Le seul moyen pour nous, c'est d'améliorer les rendements, c'est d'améliorer nos procédures, et ces 3 grues nouvelles qui sont acquises participent naturellement à l'amélioration de ces cadences-là, donc à l'amélioration globalement, je dirais, de la compétitivité du port, et participent, je vais dire, à cette capacité du port à pouvoir réagir à la demande qui devient de plus en plus forte, ça il faut le dire. En tout cas, avec le président Alassane Ouattara, c'est vraiment l'espoir. Jusqu'en 2011, le premier port exportateur du cacao au monde disposait d'une seule grue. Grâce au président Alassane Ouattara et à la coopération Côte d'Ivoire-Suisse, le port autonome de San Pedro dispose désormais de 6 grues, avec la mise en service des 3 dernières. L'entreprise MSC devrait procéder aux travaux d'extension du port de San Pedro selon reconduction du contrat de concession. Il en va du développement de toute la région, du rayonnement de San Pedro et du rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la côte. L'arrivée de ces 3 grues marque sans aucun doute une étape symbolique dans ce sens. Au-delà de la convention de partenariat signée entre le port autonome de San Pedro et le groupe MSC, représenté par la société TIL, vous matérialisez de manière effective les excellents liens de coopération qui unissent nos 2 pays, donc la République fédérale de la Suisse et la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre des Transports et à travers lui tout le gouvernement ivoirien note avec satisfaction l'acquisition de ces grues mobiles et ces engins roulants de dernière génération qui permettront à coup sûr d'améliorer la productivité à quai dans le cadre des services aux navires. Inauguré en décembre 1972 par feu Félix Houphouët-Boigny, le port autonome de San Pedro a gagné en performance. Les travaux de modernisation annoncés par le chef de l'État ont démarré, avec le premier maillon qui est le terminal industriel polyvalent, d'un coût global de 122 milliards de francs CFA. En sport, football, après la Côte d'Ivoire, c'est à la Guinée qu'il revient d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Le comité d'organisation de la CAN en Guinée est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Objectif, s'imprégner de l'expérience ivoirienne, voir ce qui a déjà été fait afin de mener à bien sa mission, nous rapporte Cathy Touré. Après avoir été reçu par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claudanho, la délégation du comité d'organisation de la CAN Guinée 2025, présente en Côte d'Ivoire depuis lundi 12 avril, était au siège du COCAN ivoirien ce mardi. Une étape au programme de la visite de prospection de 72 heures du COCAN guinéen pour s'imprégner de l'organisation déjà entamée par la Côte d'Ivoire en vue de celle de la CAN 2025 en Guinée. Un souhait émis par le chef de la délégation, son Excellence Sanoussi Bantamasso, ministre d'État chargé des Sports, par ailleurs président du COCAN guinéen. Comme c'est la première fois dans l'histoire de notre football, donc nous sommes sortis pour échanger les expériences, connaître les difficultés qu'ils ont rencontrées, connaître les sociétés ou les entreprises avec lesquelles ils ont traité,
les blocages, l'apport de l'État et l'apport extérieur. C'est à bras ouverts que le président Lambert Fekese du Kokan ivoirien a accueilli la demande de ses visiteurs. Monsieur le ministre d'État, je tiens à vous remercier de l'opportunité que vous nous offrez de partager notre foi dans la réussite de la CAN dans nos deux pays respectifs. Je voudrais y ajouter les ambitions de nos gouvernements de répondre aux défis multiformes que constitue l'organisation de la compétition phare de la Confédération africaine de football. Des ateliers de travail avec les différentes commissions du Kokan 2023 sont prévus mardi et mercredi. La délégation guinéenne, composée entre autres du ministre en charge des Sports Sanoussi Bantamasso, du conseiller du Premier ministre Mohamed Kondé et du président de la Fédération guinéenne de football Antonio Souaré, quittera Abidjan jeudi prochain. Je l'annonçais dans les titres, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place. Les membres ont été élus ce mercredi lors d'une séance plénière. Le bureau de l'hémicycle ivoirien est constitué de 27 membres, dont 11 vice-présidents. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a été élu premier vice-président. La Chambre est composée de 4 groupes parlementaires. Éric Gori. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est connu. Il a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l'hémicycle et assurer la haute direction des services. Dans le respect donc des articles 8 susmentionnés, j'ai procédé aux consultations des groupes parlementaires. Au cours de ces consultations, j'ai proposé à chaque groupe parlementaire des postes dans le bureau. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale sera publiée dans le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Les députés ont dans leur ensemble voté cette instance composée de 27 personnalités, des personnalités de qualité. Les personnes choisies, il faut dire que ce sont des personnes d'expérience d'abord, et puis qui ont certaines compétences. Moi, j'ai vu près de 2 tiers et quelques de noms que je connais, sont des gens bien choisis. Une élection qui s'est faite de façon démocratique. L'UDPCI et ses alliés ont voté contre. Il y a 4 groupes parlementaires, nous sommes un groupe parlementaire et on n'est pas dans ce bureau. Donc on ne peut pas donner notre consensus. On n'est pas d'accord avec ça. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et la plateforme politique EDS se sont abstenus. Nous avons élu le bureau, mais la constitution du bureau s'est faite après discussion entre les différents présidents du groupe parlementaire et le président de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale ce jour, il y a eu des débats de forme, mais également des débats de fond. Au finish, la démocratie s'est exprimée. C'est la loi de la démocratie. Le bureau de l'Assemblée a été mis en place. Les principes démocratiques ont été respectés. Nous félicitons les membres du bureau et nous sommes à la disposition pour travailler pour la nation. Quand on a demandé de voter, il y a eu abstention. Vous dénoncez, mais en même temps, vous n'avez pas soutenu par le vote l'UDPCI. Pourquoi? Non, mais nous, on l'a soutenu. On l'a d'abord soutenu par une déclaration que j'ai faite moi-même. Ensuite, nous sommes abstenus. La législature passée, il est arrivé où un groupe parlementaire n'était pas dans le bureau. Dans le bureau, nous avons 26 membres, plus le président, ça fait 27 membres. Et cela dépend. Ce n'est pas comme dans les conseils régionaux ou dans les conseils municipaux où le législateur a été précis, où il a fixé un quota. Là, l'homme politique que nous sommes, les textes ne nous permettent pas d'aller dans des calculs mathématiques. 177 voix ont voté pour, 12 voix ont voté contre et 55 voix se sont abstenus. Les 4 groupes parlementaires que compte cette institution ont été présentés. Le RHDP, c'est 153 députés, le PDCI, 65 députés, l'EDS, 17 députés et l'UDPCI, 9 députés. Et la démocratie est en marche dans notre pays. On va terminer ce journal par ce communiqué de l'UEMOA relatif à la nomination du nouveau président de la commission et des commissaires.
Lors de sa 22e session ordinaire tenue par visioconférence le 25 mars 2021, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a pris acte de l'expiration des mandats du président et des membres de la commission de l'UEMOA à compter du 8 mai 2021. La conférence a aussi décidé de confier la présidence de la commission de l'UEMOA au candidat proposé par la République du Sénégal et a instruit que la nomination des membres de la commission, sur proposition des chefs d'État et de gouvernement, intervienne au plus tard le 1er mai 2021. En exécution de cette diligence, 2 actes additionnels portant respectivement nomination des membres de la commission de l'UEMOA et du président de la commission ont été signés ce jour 14 avril 2021 par son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Au titre du premier acte, sont nommés membres de la commission de l'UEMOA M. Jonas Bien, au titre de la République du Bénin, M. Filiga Michel Saodogo, au titre du Burkina Faso, M. Paul Kofi Kofi, au titre de la République de Côte d'Ivoire, M. Mamadou Serifo Jakit, au titre de la République de Guinée-Bissau, M. Lassine Boiré, au titre de la République du Mali, M. Mahamadou Gado, au titre de la République du Niger, M. Abdoulaye Diop, au titre de la République du Sénégal, M. Kako Nobupo, au titre de la République togolaise. Au titre du second acte, M. Abdoulaye Diop est nommé président de la commission de l'UEMOA, fait à Ouagadougou le 14 avril 2021. À la fin de ce 20h réalisé pour vous par RB Cœur, supervisé par Hervé Blé. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans la bonne humeur demain et toujours dans la paix. Prenez soin de vous.